Quand tu dis: «J'ai commencé une pratique», est-ce que dans ton idée, c'était une pratique sportive, une pratique martiale? C'était quoi, en fait, quand tu commences la pratique? Alors déjà, quand je dis que j'ai commencé très jeune, c'est que j'ai commencé par le kendo. On va commencer par là. C'est que j'ai d'abord fait du kendo pendant 6 années, 5, 6 années avant d'entamer le Shambara. Donc effectivement, j'ai fait une pratique de kendo où quand j'ai commencé à faire du kendo, pour moi, c'était, un art martial. C'était plus, une éducation de vie qu'un véritable sport au début, surtout que je faisais pas de compétition. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour voir ce côté art martial. Donc j'ai commencé plutôt une pratique martiale et c'est avec le Shambara que le goût de la compétition et la pratique sportive est intervenu. Ah, tu voulais dire qu'en fait, tu n'as pas fait parce que tu ne voulais pas faire quand tu faisais du kendo de compétition? Ouais, je voulais pas faire de compétition parce que d'une, j'étais un petit peu trop timide pour aller en compétition. Je trouvais que mon niveau était pas assez bon et ce que j'aimais surtout, c'était apprendre à manier le sabre et apprendre à combattre, mais pas dans un but compétitif, dans un but plutôt technique au début. OK, donc 5, 6 ans de kendo, à quel âge tu as commencé? Le kendo, j'ai commencé à 13 ans. D'accord, donc 5, 6 ans de kendo, c'est-à-dire que tu passes quand même au moins ton premier ou ton 2e dan? Ouais, j'ai été jusqu'au troisième dan de kendo, que j'ai passé à 19 ans, je crois, 19-20 ans. Pourquoi la bascule vers le Shambara alors? Quand je dis pourquoi, ça n'a Oui, rien oui, non, de bien sûr. En fait, au début, je fais toujours du kendo quand je suis passée au Shambara et en fait, dans mon club, on voulait un peu, attirer les jeunes. On voulait attirer les jeunes au kendo et ce qui posait problème, c'était que les tout petits, en fait, avaient du mal avec l'armure et l'arme rigide. Donc mon professeur, m'a dit: «Est-ce que tu veux bien aller, faire une initiation de Shambara pour justement qu'on puisse commencer, en fait, par attirer les enfants au Shambara, leur apprendre, avec les sabres en mousse, puisque c'est ça la particularité du Shambara, hein, c'est que dès le premier jour, on peut combattre avec une armure beaucoup plus légère pour qu'ensuite, une fois qu'ils ont l'âge, ils puissent aller vers le kendo. Donc c'est dans cette optique que je suis allée essayer le Shambara, au club de Maison Lafitte et en fait, moi, j'ai adoré aussi le Shambara, pour sa liberté. C'est parce que c'est ce côté sportif aussi qui m'avait beaucoup attirée. Puis j'avais grandi et donc la compétition m'intéressait. et à quel moment tu décides d'arrêter le kendo finalement pour faire que du Shambara? Alors c'est le passage en équipe de France. Je suis très, très vite rentrée en groupe France de Shambara. Pendant une année, ouais, une saison sportive, j'ai fait équipe de France, groupe France kendo et groupe France Shambara. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que c'est très compliqué de faire les 2, que ce soit pour moi physiquement parce que j'étais aussi, assez fatiguée, j'étais blessée, ça me blessait beaucoup de manier les 2 disciplines, de faire beaucoup d'entraînement parce que du coup, je devais beaucoup m'entraîner en kendo, beaucoup m'entraîner en Shambara. Je faisais des études de droit en parallèle, c'était très difficile, donc on m'a demandé de faire un choix et je me suis dit: «J'ai beaucoup plus de chances, d'aller au championnat du monde en étant au Shambara qu'en étant au kendo» et mon niveau, sportif, ma hargne en fait et mon envie de gagner des compétitions était plus forte au Shambara. Est-ce que, dans le Shambara, vous avez eu, même si tu dis que c'est entre guillemets, avec un sourire «moins violent que le kendo», est-ce que vous avez eu des problématiques qui sont liées, à des hommes qui vont être par exemple plus agressifs, par rapport à des féminines ou oui? Oui, 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 ça arrive aussi, dans le Shambara, notamment en compétition, en fait. Enfin, ça arrive dans les clubs aussi, à l'entraînement, parce que déjà, en Shambara, il y a 2 situations qui peuvent amener à ce qu'effectivement, il y ait cette problématique. La première, c'est celle des armes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il y a plusieurs types d'armes en Shambara, notamment les armes en mousse et les armes gonflées. Certaines s Gonflables? gonflables, ouais, mais elles sont gonflées, les armes gonflées et les armes en mousse. Excuse-moi, pardon. Les armes gonflables, c'est mieux effectivement, les armes gonflables et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, parfois, certains hommes, notamment très grands, un peu forts, un peu puissants, ne maîtrisent pas très bien, en fait, le fait que cette arme soit lourde, l'arme, mousse et donc ça peut arriver qu'à l'entraînement, une femme prenne un mauvais coup. Notamment, je parle au niveau de la poitrine, par exemple, chez les femmes. Ça, c'est une problématique qui revient assez souvent. De même qu'en Shambara, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a ce qu'on appelle la yari et qu'avec la yari, on fait des coups d'estoc et que beaucoup de femmes, du coup, prennent des coups d'estoc à des endroits qu'elles ne où on peut pas, en fait, prendre des coups d'estoc. Donc on a cette problématique et en compétition, je reviens dessus. Pourquoi aussi en compétition? Parce que les compétitions par équipe sont mixtes. Donc on peut effectivement avoir cette problématique parfois où on a des femmes qui se retrouvent face à des hommes qui sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus dans un Shambara puissant qui peut faire mal. Là, on a des femmes qui, elles, ne pratiquent pas du tout un Shambara, «violent» entre guillemets, en ce sens qu'elles vont pas aller au contact, par exemple. Tai en Shambara n'existe pas vraiment. Mais est-ce que je vais en revenir surtout sur le club, parce qu'à la compétition, à la limite, c'est un autre choix. C'est un choix d'abord de vouloir faire de la compétition, après de s'entraîner avec une équipe qui fait de la compétition, voilà. Donc en fait, il y a une succession de choix. Sauf que quand tu arrives dans un dojo et que tu prends un, 2 cours, 3 cours, tu t'inscris, celui qui est un grand et qui te tape sur la tête, il y a pas de choix là, c'est un non-choix. Comment aujourd'hui on peut modifier, cet état d'esprit? On va imposer des exercices, genre, bah, aujourd'hui, tu seras moto face à cette femme et elle, elle va faire des frappes sur toi et toi, tu vas juste essayer un peu de mener le combat et de lui faire des ouvertures pour essayer justement d'éviter
que lors d'un premier cours ou dans plusieurs essais, bah, la femme se dise: Excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi c'est aussi violent, le sport Shambhala». Quelle est la responsabilité de l'enseignant dans ce type de démarche? Dans la mesure où, à partir du moment où tu as un certain niveau technique, logiquement, tu es censé t'adapter au niveau technique de la personne qui est en face de toi. Donc, si c'est toi qui es le plus haut gradé, tu dois travailler à son niveau, pas au tien. C'est là où justement le côté martial doit entrer en jeu aussi et on doit se dire: «Bah, en fait, qu'est-ce que c'est que le comportement d'un Bunkenshi?» C'est celui qui va justement ne pas écraser l'autre à tout prix, mais qui va essayer, surtout dans les geckos, les combats où on travaille, de travailler avec son partenaire et travailler, c'est pas seulement lui mettre des points, c'est aussi essayer de faire en sorte que lui, il apprenne quelque chose de ce combat. Tu utilises toujours le terme sport. Alors, effectivement, on dit sport Shambara. Est-ce que sport, c'est le terme idoine pour définir une activité martiale? Non, et c'est ça la grande particularité du Shambhala, c'est qu'en fait, pour moi, attention, c'est avec beaucoup de guillemets, beaucoup de précautions, c'est un sport martial. On n'est pas entièrement un sport puisque on conserve beaucoup de règles martiales dans le. Il y a un code éthique, il y a un CESA, on ne peut pas jeter son sabre n'importe comment, on ne peut pas maltraiter ses affaires n'importe comment. Si on en, je sais pas, je suis en train de faire un exercice d'écouter mon sensei, c'est comme en kendo. Si je me mets à poser mon sabre sur la pointe sur le sol, ça va pas très bien se passer. Il faut respecter son matériel. Il y a toujours ce respect. Lorsqu'on met nos casques, on le met en CESA. Donc en fait, il y a à la fois des règles martiales qui persistent, mais effectivement, c'est moins codifié dans la pratique. En ce sens que lorsqu'il faut marquer un point, la liberté s'exprime entièrement.